Bonjour à toutes et à tous. La situation sociopolitique du pays sera le principal sujet de l'entretien de ce jour. Notre invité est le conseiller spécial et porte-parole de l'Alliance nationale pour le changement NC, Éric Dupuis. La mise en œuvre de cette émission est assurée par Kodjo TV et sa coordination digitale par Amjoy Alap, grâce à qui vous pouvez nous suivre en direct sur Facebook et YouTube. Tapez victoiref.com et donc vous serez avec nous dans ce studio, vous entendrez et vous verrez tout ce qui se fait dans ce studio. Bonjour Monsieur Dupuis. Bonjour Monsieur Abou, bonjour Madame, bonjour Monsieur, auditeur de Radio Victoire. Alors, heureux de vous retrouver ce matin, Monsieur Dupuis. Mais avant d'aborder le premier sujet de cet entretien, nous nous tournons vers Hervé Essay tout de suite. Hervé Essay que nous remémore en attendant que Hervé Essay nous fasse ce travail. Monsieur Dupuis, les 20e et 21e réunions du CPC ont permis aux participants d'aborder des sujets de préoccupation relatifs aux prochaines municipales et auxquels le pouvoir a apporté avec diligence des solutions. Avant de revenir sur les mesures prises, dites-moi, ne trouvez-vous pas finalement que le CPC, le cadre permanent de concertation, sert à quelque chose et surtout, ne regrettez-vous pas d'avoir décidé de quitter cette table de discussion? Nous ne regrettons nullement et nous n'avons aucune intention d'y retourner. Parce que c'est un jeu qui se passe là-bas. Quand vous, opposition, faites une proposition, on prend cela par-dessous la jambe. Nous avons été au CPC pendant longtemps au début. Et si nous avons choisi de nous retirer, c'est parce que nous estimons que c'est une réunion qui est dirigée exclusivement par le RPT Unir et ses amis. Voilà. Aujourd'hui, le président du CPC, c'est qui? Sinon, un membre de l'opposition. Laissez-moi terminer. Un membre du Sénat, nommé par le chef de l'État. Je m'arrête là. Alors, parmi les mesures et réponses annoncées, il y a l'instruction donnée par le ministre de l'administration territoriale de faciliter l'obtention du certificat de résidence. Le montant du cautionnement exigé pour le scrutin a été revu à la baisse, une réduction de 50%. Arrêtons-nous pour l'instant à ces mesures. Alors, comment les avez-vous accueillies? Si vous enlevez les mesures là de l'organisation même de ce scrutin, c'est un peu fausser le débat. Vous savez que le 28 avril, il y a eu un décret qui fixait les dates de l'élection municipale au 10 juillet. Puis le 7 mai, il y a eu l'appel aux candidatures par la CENI, du 20 au 29 mai. Et les pièces demandées. Parmi les pièces, duplicata du certificat de nationalité, attestation de résidence délivrée par la mairie, copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu. Nous avons écrit le 9 mai à la CENI pour leur dire que ce n'était pas possible de demander aux citoyens de fournir le certificat de nationalité, le nouveau certificat de nationalité, puisque le traitement est très long pour obtenir le nouveau format. Nous avons écrit immédiatement. Et nous avons également souligné que le montant de 50 000 demandés aux candidats était prohibitif dans un pays où le salaire minimum est 52 500 francs. Donc nous n'avons pas attendu le CPC pour réagir. Je veux croire qu'ils ont tenu compte des propositions du CPC, mais je voudrais que vous sachiez, que les populations togolaises sachent qu'il n'y a pas que le CPC, des partis politiques de l'opposition, d'autres partis politiques de l'opposition, dont l'ANC, ont immédiatement réagi en disant que c'était totalement inadmissible. Alors la question que je vous pose, c'est est-ce que finalement vous êtes satisfait que ces mesures-là, que je viens d'annoncer, notamment faciliter l'obtention du certificat de résidence et puis le cautionnement qui a été même le cautionnement à 25 000 francs est prohibitif dans un pays
où les gens ont des difficultés à vivre. Vous savez, en 2019, l'ANC a présenté des candidats sur toute l'étendue du territoire national, mais l'ANC a subventionné près de 70% des candidatures, des listes. Et faites le calcul, vous allez voir ce que ça peut coûter à un parti politique de subventionner toutes les listes, les 117 listes sur le territoire national. Mais tout ça s'inscrit dans une analyse globale. Le scrutin tel qu'il est en train d'être préparé, je peux d'ores et déjà vous dire que c'est un cafouillage total, une ignominie. On a déjà connu l'exemple en 2024 avec des reports sur reports de la date des élections, mais cette année, c'est le summum. Le summum. On va tout à l'heure revenir sur... On va détailler jour par jour les lettres, les modifications qu'on a connues. Vous allez voir que tout a été fait pour dégoûter les populations de leur participation aux prochaines élections. On va revenir sur cet aspect tout à l'heure. Alors, le gouvernement a aussi apporté une réponse au souhait de l'opposition qui demandait que le décret portant augmentation du nombre des conseils municipaux soit rapporté ou à défaut que son application soit suspendue. Le pouvoir a aussi donné sa situation sur tous les tableaux, notamment, comment dirais-je, le décret donc a été rapporté et la date de dépôt de clôture des dossiers de candidature a été aussi repoussée. Et en plus de tout cela, la date de scrutin même a été repoussée. Qu'est-ce que vous dites de tout cela? À chaque fois, nous avons écrit. Pour ce qui concerne l'augmentation du nombre de conseillers municipaux, c'était une horreur. Je vais vous citer juste un exemple. Notre liste des lacs, ils sont allés déposer leur dossier à Anéhor. Et la CENI leur a dit, on ne peut pas enregistrer votre dossier parce que les machines ne sont pas programmées pour accepter, pour supporter autant de candidatures. Voilà. Et que pour l'instant, ils vont garder les dossiers en attendant que la CENI se prononce pour prendre en charge les dossiers. Voilà encore un exemple de cafouillage. On a l'impression que cette CENI n'a jamais organisé d'élection. Or, elle organise les élections depuis 2022. Elle organise des élections depuis 2022. Mais cette année, on a l'impression qu'il n'y a personne à la CENI capable de faire un travail correct. Bien, avant de poursuivre, nous allons nous retourner encore une fois vers RVC pour voir si on peut avoir le rappel d'une première série d'événements de l'actualité nationale de la semaine. Le processus de renouvellement de la Commission électorale nationale indépendante CENI a été lancé lundi dernier avec l'ouverture par l'Assemblée nationale de la période de dépôt des candidatures qui court jusqu'au 13 juin prochain. Les candidats sont invités à déposer leur dossier de candidature au bureau du président de l'Assemblée nationale. Ce processus porte sur 5 membres dont 3 seront issus de l'opposition extra-parlementaire et 2 de la société civile. Toujours dans la perspective des prochaines municipales, le laboratoire d'hydrologie appliquée de l'Université de Lomé a présenté mercredi les résultats des analyses attestant de l'indélibilité du produit, une étape cruciale pour garantir la transparence et la fiabilité du processus électoral. Dr Tom Koani Kodom, enseignant-chercheur au laboratoire d'hydrologie appliquée et environnement de l'Université de Lomé. Après livraison du grand stock de l'encre initialement testé et dans le but d'en vérifier la conformité, nous y avions été une fois encore sollicités. Conformément à la méthodologie, nous avons procédé d'abord à un échantillonnage sur site, puis nous avions poursuivi suite de l'étude en laboratoire. Donc les méthodes standards y ont été appliquées. Les résultats nous ont permis de conclure que l'encre réceptionnée remplit les conditions d'indélibilité et peut donc être utilisée pour les élections dans notre pays. Dans le cadre des actions de promotion des droits humains et du bien-être collectif, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, a organisé mercredi à Goignivé 1 un atelier de sensibilisation sur la réglementation relative aux nuisances sonores au Togo. L'objectif de
de cette rencontre était de vulgariser le contenu de la législation en vigueur encadrant l'émission de bruit sur le territoire national. À travers des échanges ouverts avec les participants, la CNDH a rappelé les normes à respecter, les sanctions prévues en cas d'infraction, ainsi que les impacts de bruit excessif sur la santé et la cohésion sociale. Kwao Ohini Sanvé, président de la CNDH. Le droit au silence, le droit au repos, le droit à la dignité dans son propre domicile ne sont pas des privilèges, mais des droits garantis par la législation nationale et tous les instruments internationaux que le Togo a régulièrement ratifiés. La lutte contre les nuisances sonores, elle exige une discipline collective, mais aussi une application rigoureuse des textes réglementaires en vigueur. Alors, Monsieur Dupuis, le processus de renouvellement des membres de la Commission nationale indépendante CENI a commencé. L'Assemblée nationale a lancé un appel à candidature. Alors, n'avez-vous pas poussé un ouf de soulagement à l'ANC ou êtes-vous de ceux qui continuent de trouver à redire sur ce processus de renouvellement? Monsieur Agbo. Oui, Monsieur Dupuis. J'ai été très surpris que ça soit le président de l'Assemblée nationale qui appelle à candidature. J'ai très surpris. Jusqu'alors, c'est le ministère de l'Administration qui sortait un appel en ce sens. La CENI qui est en place aujourd'hui date de mars 2022. Or, les textes sont clairs. Les membres de la CENI sont élus pour un mandat d'1 an renouvelable. Nous sommes aujourd'hui en 2025. Ça fait 3 ans que le mandat de ces députés est arrivé à terme depuis 2023. Ça fait 2 ans. Or, sans rien faire, ce sont les mêmes qui ont organisé les législatives et les régionales de 2024. Ce sont elles qui ont organisé les élections en cours, parce que même en modifiant aujourd'hui, le travail est déjà fait. Les autres viendront tout simplement pour assister à la fin du processus. Nous disons que c'est inadmissible. Que dit et le président de l'Assemblée vise l'ordonnance numéro 3 du 5 novembre 2024. Que dit cette ordonnance dans son article 12? Je l'ai là. La CENI est composée de 17 membres et non de 5. 7 membres représentant la majorité parlementaire, élus par l'Assemblée nationale sur une liste de 14 candidats, au moins représentés par le président du groupe parlementaire de la majorité. 7 membres représentant l'opposition répartis comme suit. 4 membres représentant l'opposition parlementaire, élus à l'Assemblée nationale sur une liste de 8 candidats au moins, présentés par les présidents des groupes parlementaires de l'opposition ou à défaut par les partis politiques de l'opposition représentés à l'Assemblée nationale. 3 membres élus par l'Assemblée nationale représentant l'opposition extra-parlementaire sur une liste de 6 au moins présentés par les partis politiques de l'opposition extra-parlementaire. 2 membres représentant la société civile élus par l'Assemblée nationale sur appel de candidature publié par l'Assemblée nationale. 1 membre représentant l'administration élue par l'Assemblée nationale sur une liste d'au moins 2 candidats présentés par le ministre chargé de l'administration territoriale. Ces membres sont élus en raison de leurs compétences et de leur probité. Voilà. Oui. Mais c'est ce que dit la loi. On n'a jamais dit de faire un renouvellement partiel. Ils ont tous été élus le même jour, ils ont prêté serment le même jour, ils doivent être tous renouvelés. Quel est le problème qui se pose aujourd'hui au gouvernement togolais? C'est que la configuration des parlementaires a changé. Oui, le nombre de parlementaires a augmenté. Bien entendu, la majorité parlementaire reste identique, mais l'opposition est représentée par 5 personnes à l'Assemblée nationale. 5 partis politiques. Et que dit la Constitution? La Constitution
la Constitution, la nouvelle, Oui. dit dans son article 8 que le Parlement se compose de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ici, on nous parle de parlementaires, majorité parlementaire. Ça voudrait dire que pour constituer désormais la CENI, il faut la majorité des deux parlements. Les deux chambres. Les deux chambres, puisque aujourd'hui, c'est bicaméral. Et en même temps, les élus des deux chambres de l'opposition doivent être représentés à la CENI. Ils sont où? Nous continuons à travailler dans l'ancien système, puisque dans les élections passées, attention, je dis bien, je précise bien, l'ANC ne demande rien. Ne demande rien. Pour l'instant, nous travaillons dans l'esprit de ce qui s'est passé en 2024. Nous étions extra-parlementaires. Aujourd'hui, nous ne sommes plus extra-parlementaires, puisqu'il y a eu un élu à l'ANC. La même chose pour les FDR. Mais le fait d'avoir refusé de siéger ne change rien. Mais lisez la loi. Lisez les lois. Parce que les lois ne sont pas faites pour être ignorées. Les lois sont là. On ne peut pas dire aujourd'hui que ils ne sont plus parlementaires. Vous ne pouvez pas le dire, puisqu'ils n'ont jamais démissionné. Ils n'ont jamais démissionné. Il faut qu'ils aient démissionné et constaté par la Cour constitutionnelle que les autres personnes sur la liste soient saisies par la Cour constitutionnelle pour leur suppléant, et c'est suite à ça que la Cour constitutionnelle organise des élections partielles. C'est ça le texte de loi. Je suis en train de le chercher, c'est l'article... Mais il faut se référer à la loi. Oui, monsieur Dupuis. Oui. Alors, pour être clair, quelle est la proposition de l'ANC aujourd'hui? La proposition de la nouvelle CENI, afin qu'elle soit... L'ANC n'a pas de proposition à faire. L'ANC demande à ce que la loi soit respectée. Je vous parlais tout à l'heure de l'ordonnance numéro 2/2024, de 5 novembre 2024. L'article 36 dit: en cas de démission, de décès, d'empêchement définitif dûment constaté par la Cour constitutionnelle ou d'acceptation d'une fonction déclarée incompatible avec la fonction de député, sur saisine du président de l'Assemblée nationale, le siège vacant est occupé selon l'ordre de présentation sur la liste. Et l'article 39 dit: lorsque les suppléants sur la liste ne sont pas en mesure de remplacer le titulaire pour cause de décès, de renonciation individuelle ou collective, de démission, d'incapacité définitive, d'incompatibilité et autres, il est procédé à l'élection d'un nouveau député et de son suppléant pour le compte de la circonscription électorale concernée. C'est écrit. Nous n'inventons rien. Nous ne disons pas, je dis bien, je le répète, l'ANC ne réclame rien. L'ANC ne demande rien. L'ANC dit tout simplement que dans ce pays, il faut désormais apprendre à respecter la loi. Ce ne sont pas seulement les citoyens qui doivent respecter la loi, mais l'État, le gouvernement togolais, ainsi que les institutions togolaises doivent respecter la loi. Il faut que la Cour constitutionnelle fasse respecter la loi par la CENI et par l'Assemblée nationale, puisque c'est à la Cour constitutionnelle qu'appartient de veiller au bon fonctionnement des institutions conformément à notre Constitution. Alors, monsieur Dupuis, est-ce que vous avez le sentiment que, voilà, on a fait traîner, le pouvoir fait traîner exprès les choses, en tout cas le renouvellement de la CENI, juste pour peut-être vous mettre devant les faits accomplis? Non, on ne peut pas nous mettre devant le fait accompli, c'est tout simplement parce que ce régime n'a jamais respecté les populations togolaises, n'a jamais respecté l'opposition togolaise. Et d'ailleurs, l'Église catholique, le prélat, les évêques ont bien appelé à cela en disant que c'est l'un de leurs souhaits qu'il faut qu'on apprenne
que les autorités prennent conscience du malaise grandissant, que la voix du peuple soit entendue avec respect et prise en considération. Et dans ce pays, la voix du peuple n'est pas écoutée avec respect et la voix du peuple n'est pas prise en considération. Alors, je le regrette, c'est ça la vérité. Alors tout le monde estime que les prochaines municipales sont très importantes. À votre avis, quelle stratégie l'opposition devrait-elle adopter pour éviter encore une bérésina électorale? Mais là, vous me parlez de d'abord, de quelle opposition? Nous avons au Togo une opposition multiforme. On ne peut pas travailler avec tout le monde parce qu'on n'a pas la même perception de la notion même de l'opposition. Ça, je ferme la parenthèse. Maintenant, vous avez vu avec quelle rapidité, quelle vitesse on nous annonce, à quelle vitesse on nous annonce les choses. Demain, on vous dit, paf, vous avez 10 jours pour vous organiser pour aller aux élections. On vous dit, le 28 avril, on vous dit, ah, voilà, vous devez être prêt pour du 20 au 29. On est le 28 avril. Quand est-ce que vous voulez que les partis politiques de l'opposition se concertent pour organiser quelque chose ensemble? On n'a pas le temps matériel pour le faire. Et puis immédiatement le lendemain, on vous dit, voilà. Est-ce que vous avez besoin d'attendre qu'on fixe des dates avant de vous entendre? Est-ce que vous ne pouvez pas dévancer les événements? Là, votre question m'amène à vous dire, monsieur Agbo, je suis désolé, que vous ne savez pas comment ça se passe sur le terrain. Moi, je gère 130 fédérations sur toute l'étendue du territoire national. Les 130 fédérations, chaque fédération a l'ambition d'envoyer des listes. Oui. Là, pour ces élections-là, les candidatures que j'ai reçues, je suis le président de la commission des affaires électorales. 1200 et quelques candidatures que j'ai reçues au niveau national. Et vous avez le temps d'aller voir comment vous allez faire. Chez nous, nous n'avons pas eu le temps. Nous en avons discuté avec les FDR, mais nous n'avons pas eu le temps de le mettre. Parce qu'il faut mettre cela en place sur toute l'étendue du territoire. Si vous dites, voilà, il faut faire ça, ça, et que sur le terrain, les choses se passent mal, parce qu'il n'y a pas de jonction entre les FDR et l'ANC, vous avez le temps matériel d'aller régler le problème sur le terrain, je dis non. Alors, tout à l'heure, donc, les discussions ont eu lieu, parfois les discussions ont eu lieu, et les FDR et l'ANC ont donné libre cours aux fédérations pour que, dans des cas spécifiques, on puisse présenter des listes communes. Il y a eu peut-être 1 ou 2 cas, c'est tout, malheureusement. Parce que nos militants n'ont pas eu le temps de se mettre en rapport avec les FDR. Mais nous disons, nous avons donné l'ordre, nous avons demandé à nos fédérations de travailler main dans la main avec les FDR sur toute l'étendue du territoire national. Et dans les bureaux de vote, nous allons travailler ensemble. Il n'y a pas que les RDR qui... Les FDR. Les FDR de Maître Pévon, voilà. Il y a aussi les autres partis. Mais pourquoi voulez-vous que je me marie avec quelqu'un qui ne me plaît pas? Votre femme, vous l'avez choisie vous-même. Tout à l'heure, vous avez fermé une parenthèse. Voilà, tout à l'heure, voilà, vous l'avez ouverte vous-même. Alors, la question de l'union de l'opposition continue de faire débat au sein de ces partis. Un instant, la question de l'union de l'opposition continue de faire débat au sein de ses partisans et sympathisants. Et l'ANC, justement, est parfois accusée de ne pas toujours faciliter les choses. Alors, quelle est votre réponse à ces accusations et jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour réaliser cette union? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Si vous avez suivi l'actualité politique depuis l'année dernière, l'ANC, la FDR, la société civile ont créé une plateforme de discussion et de travail. Et la base que nous nous sommes donnée, c'est l'honnêteté, la sincérité et la solidarité. Parce que chaque fois qu'on a fait de l'union dans ce pays, ces 3 éléments nous ont manqué. La sincérité, la transparence et le respect de l'autre. Ça nous a manqué. Et avant de créer cette plateforme, nous avons invité plusieurs partis politiques.
parmi lesquels ceux qui nous critiquent aujourd'hui et ceux qui disent que Jean-Pierre Fabre n'est plus capable de diriger l'opposition. Enfin, Jean-Pierre Fabre n'a jamais dirigé l'opposition. Ne doit pas être leader, doit s'écarter. Ceux qui ont dit ça étaient à la table de discussion et sont partis parce qu'ils étaient en train de créer aussi leur regroupement. Vous voulez faire quoi? Vous voulez aller les supplier pour qu'ils reviennent quand ils vous disent non, vous ne nous intéressez pas? Posez-leur la question. On vous dit venez, on va travailler. Mais voilà la base sur laquelle nous voulons travailler. La sincérité. La solidarité. Entre nous. Mais si ça ne vous convient pas, vous dites non. Si ça vous convient, on travaille ensemble. Moi, là où je suis aujourd'hui, je ne peux pas travailler avec quelqu'un en qui je n'ai pas confiance. Parce que c'est suicidaire. Des gens vous disent aujourd'hui c'est blanc. Demain, ils vous disent ah non, c'est noir. Parce qu'on leur a fait des propositions par ailleurs. Il faut assainir le débat politique au Togo. J'ai dit, et je le répète au nom de l'ANC, que chacun apporte la pierre à la Constitution. On n'a pas besoin d'être ensemble pour bâtir ce pays. Quand vous construisez un immeuble, vous faites appel à plusieurs corps de métier, non? Oui. Il y a les maçons, il y a les ferronniers, il y a les tôliers, il y a l'électricien, il y a beaucoup de corps de métier qui interviennent pour bâtir l'immeuble. Donc, quel que soit le moyen que vous prenez, faites-le. L'essentiel, c'est qu'on ait le changement dans ce pays. Si quelqu'un a la solution miracle à me proposer demain, je dirai bravo. Voilà. Et pourquoi à chaque fois, c'est l'union de l'opposition? Quand on dit ça, c'est le RPT uni qui surfe là-dessus, qui est content qu'on nous parle régulièrement de l'union de l'opposition. Vous avez vu ça dans quel pays au monde? Ça n'existe nulle part. En France, il y avait eu à un moment donné l'union de la gauche avec François Mitterrand et Georges Marchais. Ça a volé en éclats très très vite. Et oui. Et pourquoi ça a volé? C'est parce que c'est pas la guerre des égaux? Non, c'est une question de ligne politique. On ne peut jamais s'entendre sur le minimum parce que c'est arrivé dans certains pays où les gens se sont rassemblés pour désigner un candidat unique. Quand vous dites, ça a même été fait au Togo. Ici, quand vous dites le minimum et qu'on vous propose le minimum, vous ne voulez pas le minimum que nous proposons. C'est quoi? La sincérité et la solidarité. Quand vous savez, vous, M. Agbo, que M. Jean-Pierre Fabre n'a pas reçu 30 millions, que c'est vous-même qui avez reçu les 30 millions et donné à l'un des vôtres, et que on accuse M. Jean-Pierre Fabre que vous vous taisez, il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas de sincérité. Est-ce qu'il n'est pas possible de surmonter tout ça, là, de pardonner, mais ça fait mal. Oui, parce que demain, M. Agbo, vous allez dans la rue, des jeunes vont vous le sortir encore. Oui. On dit, vous savez, des mensonges, des diffamations, ça reste longtemps, ça vous suit pendant des années. Mais pour le corriger, c'est difficile, voire impossible. Un mois présent sur la dernière sortie des évêques sur la situation sociopolitique au Togo, une sortie que l'ANC a saluée avec, ce sont vos mots, reconnaissance et gratitude. Disons, du pain béni dont vous êtes gavé avec délectation. Avant de revenir sur la déclaration proprement dite, dites-moi, les évêques ont-ils le droit de s'exprimer sur les affaires de la cité? Si vous étiez au pouvoir, leur reconnaîtrez-vous le droit de donner leur avis sur les sujets politiques? Un évêque est un citoyen comme tout autre. Un citoyen comme tout autre. Pourquoi on interdirait aux évêques, aux prêtres, de dire ce qu'ils pensent dans leur pays? Les militaires sont censés être apolitiques, ne doivent pas se mêler de politique. Aujourd'hui, regardez dans le gouvernement, regardez dans les préfectures,
il y a des militaires partout qui exercent des fonctions politiques. Pourquoi on ne leur interdirait pas d'être ministre, d'être préfet aux militaires, et on interdirait aux évêques de dire ce qu'ils pensent de ce qui se passe dans leur pays. Vous savez, qui Les militaires n'ont jamais sorti un communiqué, bien... Monsieur le ministre de l'administration territoriale là, sort des communiqués tout le temps. Il est, en tant que ministre. il est officier, non? Mais il sert. Est-ce qu'il a démissionné de l'armée? Non. À un moment donné, il y avait un ministre de la sécurité ici, qui était colonel et qui a été promu général pendant qu'il était ministre. Donc il n'a pas quitté l'armée. Pourquoi voulez-vous 2 poids 2 mesures? Je reviens sur les évêques. Les évêques, les curés, sont ceux qui sont les mieux placés pour écouter le peuple. Et pourquoi? Parce qu'il y a des millions de Togolais qui les rencontrent tous les jours, qui se confessent, qui vont leur dire leurs soucis, leurs préoccupations. C'est tous les jours que ça se passe. Tous les jours. Quelqu'un qui est en peine, quelqu'un qui a des difficultés, qui est chrétien, va voir son confesseur, va voir son prêtre, va voir son ami évêque, pour lui dire les difficultés qu'il rencontre dans la vie. Monsieur Fogna-Sibé ne peut pas dire que des gens viennent le rencontrer autant qu'il rencontre le curé de la paroisse ou les évêques. Vous-même, quand vous avez, je ne sais pas si vous êtes catholique, si vous êtes chrétien, vous-même, pour un mariage, vous allez voir votre curé. Pour un décès, vous allez voir votre curé. Pour un baptême, vous allez voir votre curé. Et ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Ils sont plus au courant que quiconque, parce qu'ils sont à l'écoute des populations. Et ils ont le droit de dire, compte tenu de ce que les populations viennent nous dire, voilà notre sentiment. Bien, alors, monsieur Dupuis, dans leur communiqué, les évêques ont affirmé que, je le cite, une nation ne se bâtit pas durablement sur le silence imposé, sur la peur suscitée et entretenue, sur le mépris de la voix de son peuple ou encore sur un entêtement à faire croire au peuple le contraire du vrai. Les peurs et les frustrations tuent, se muent en actes désespérés et les colères muettes deviennent des déflagrations imprévisibles. Alors, même si c'est à vos adversaires que cette volée de bois vert a été assénée, ne trouvez-vous pas que, comme certains le disent, que les évêques ils sont allés un peu fort? Je suis désolé, ce n'est pas un volet de bois vert. Ce sont des hommes de Dieu, ils ont dit la vérité. Ce que les évêques ont dit, moi je l'ai dit à plusieurs reprises, mais pas aussi bien qu'eux. Ils ont dit ça dans un langage châtié. Moi je l'ai dit sur vos radios à plusieurs reprises, qu'on nous ment, qu'on ne nous dit pas la vérité. On cherche à nous faire prendre des lanternes pour des vessies pour des lanternes plutôt, à chaque fois. Ce qui s'est passé la dernière fois en 2024, la modification de la Constitution, nous l'avons signalé depuis le mois de mars. Nous avons fait une conférence de presse. Nous avons dit que c'est une violation de la Constitution, un non-respect des populations. Nous avons dit que dans ce pays, on ne respecte pas les populations. On nous impose le silence. On nous interdit de manifester. Oui, nous l'avons dit. Est-ce que c'est différent de ce que les prélats ont dit? Je dis non. Et quand ils disent on suscite la peur, oui, pas plus tard que hier, on a vu ce qui s'est passé à Lomé. J'aurais voulu que ça se passe autrement, mais ceux qui ont osé, je m'en félicite. Je m'en félicite. Mais la peur, ici c'est la peur de parler, la peur de dire ce que l'on pense. Vous, sur Radio Victoire, je peux m'exprimer librement, mais sur certaines radios, dès que vous commencez, même certains me disent « Ah, ne dites pas RPT Unir parce que, attendez, mais je suis un citoyen libre de dire ce que j'ai envie de dire.
j'assume mes responsabilités en tant que responsable politique. Et quand je parle, je ne parle pas au nom de Éric Dupuy, je parle au nom d'un parti politique, l'ANC. Voilà. Donc, certains journalistes ont peur. Oui, des citoyens ont peur. Qu'est-ce qu'ils ont dit qui n'est pas vrai? Le mépris de la voix du peuple. Oui. S'il n'y avait pas le mépris de la voix du peuple, quand on dit ça suffit, changer de façon de gouverner, vous l'auriez fait. Vous savez, monsieur, ce régime qui est là depuis 60 années a sacrifié 2 générations de Togolaises et de Togolais. 2 générations. Sacrifiées au profit de ce que eux-mêmes ils appellent une minorité qui accapare les richesses de ce pays. C'est la vérité. Allez dans les universités, allez dans les écoles. Il n'y a pas leurs enfants. Il n'y a pas leurs enfants. Et quand ils viennent, diplômés ou pas, ils ont des postes de premier choix. Et ça fait 60 ans que cela dure. Et vous ne voyez pas que c'est normal que les jeunes crient leur ras-le-bol? Je suis un père de famille, je suis un grand-père. J'entends ce ras-le-bol-là. Alors, dites-moi justement, je profite de cette occasion pour vous poser cette question. Alors, qu'avez-vous pensé des tentatives de manifestation que les jeunes ont organisées hier, et un peu partout dans cette affaire? Je vous ai dit, c'est dommage la façon dont cela a été organisé, mais je me félicite que les jeunes aient pu, même s'il n'y a pas eu de manifestation et que les jeunes dans la rue ont dit nous en avons marre, nous crions notre ras-le-bol, j'aurais applaudi des 2 mains. Mais les partis politiques n'ont pas été associés, à leur demande d'ailleurs, à leur demande, n'ont pas été associés, donc parce qu'ils ont peur que leur manifestation soit phagocytée par les partis politiques. Ça, c'est un autre débat. Et je ne veux pas rentrer dans ce débat ici aujourd'hui. Est-ce qu'ils n'ont pas raison? C'est vous qui posez la question. Et je me dis, je vais vous poser une autre question. Si ce qui s'est passé hier avait été soutenu par certains partis politiques, est-ce que le déroulement n'aurait pas été plus réussi? C'est une question. Je n'affirme rien. Quand vous dites ils n'ont pas raison, est-ce que dans les partis politiques, il n'y a que des vieillards comme moi? Non. Il y a beaucoup de jeunes. La jeunesse se trouve dans les partis politiques. Nous avons une section jeunesse à l'ANC. Ces jeunes-là ne sont pas des Togolais? Ils ne sont pas des jeunes? Si vous leur dites de faire ceci, et qu'ils savent très bien que le parti n'est pas derrière eux, ils n'iront pas. Ces jeunes-là, vous les oubliez. Ils sont des milliers au Togo. Ils ont fait preuve déjà de leur capacité dans ce pays. Il y en a qui ont laissé leur vie. Il y en a qui sont blessés à vie, qui sont grièvement blessés, aveugles. Mais on a eu le sentiment hier qu'il y avait relativement un peu plus de jeunes dans les rues que lors de vos dernières manifestations, les dernières manifestations de l'opposition. Lesquelles? Et à Kassimé, par exemple, ce que vous aviez organisé. Ce n'était pas une manifestation, c'était un meeting. Vous saurez que dans les meetings, les jeunes n'y sont pas beaucoup. Or, quand il y a des marches et autres, les jeunes sont là. Parce que dans les meetings, ce sont des réunions d'information. Ce sont des réunions d'information. Or, les jeunes veulent de l'activité. C'est tout. C'est la seule différence. Venons-en maintenant à un autre sujet de l'actualité. L'arrestation de l'artiste togolais Narcisse Essowe Tchala, connu sous le pseudonyme d'Amron. Alors cette arrestation continue de susciter des réactions tant au Togo qu'à l'étranger. Alors réagissant à cette arrestation, l'ANC déclare avoir appris avec consternation et réprobation ce qu'elle appelle une arrestation cavalière. Pourquoi On a même dit un kidnapping. Alors pourquoi parlez-vous justement de kidnapping? Pourquoi réprouvez-vous et trouvez-vous cette arrestation cavalière? Parce que l'ANC s'est toujours battue pour la liberté d'expression. Et un jeune qui s'exprime, qui crie son ras-le-bol, qui dit qu'il en a assez de ce qui se passe dans ce pays, l'ANC ne peut que soutenir. Et d'ailleurs, vous n'avez pas tout cité,
puisque l'ANC a demandé également la libération d'autres détenus politiques. C'est dedans. Nous n'acceptons pas des détenus d'opinion dans ce pays. Nous disons que ça suffit. Et nous considérons l'arrestation de ce monsieur comme une intimidation adressée à toute l'opposition, à tous ceux qui en ont marre dans ce pays. C'est une façon de dire, attention, si vous l'ouvrez, on va vous enfermer. Et d'ailleurs, le communiqué, je ne sais pas s'il est du gouvernement, mais signé du gouvernement, lequel je n'en sais rien, parce qu'il n'y a pas de gouvernement depuis plus d'un mois, à ce que je sache. Le communiqué qui profère des menaces, qui se réfère au code pénal, c'est des intimidations. Oui, juste, monsieur Dupuis, écoutez, dans une tribune intitulée « Les libertés individuelles et collectives doivent s'exercer dans le strict respect de la loi », un avocat de la place, connu pour avoir été un défenseur des droits de l'homme, rappelle ce qui suit. Je cite, « L'article 301 du Code pénal togolais de 2015 réprime l'offense publique au chef de l'État, tandis que les articles 290 et 298 sanctionnent respectivement la diffamation et l'injure publique. L'article 301 du Code précité dispose clairement que constitue une offense le manque d'égard au chef de l'État, au chef du gouvernement, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, aux membres du gouvernement, aux membres du Parlement et au président des institutions de la République prévues par la Constitution. Alors, qu'est-ce que cela vous dit? Mais, je le sais. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un de l'ANC? Non, nous parlons justement dans le cadre de l'arrestation d'Amron. Attendez. Est-ce que vous avez entendu un membre de l'ANC violer les textes que vous venez de lire? Jamais. Jamais. Nous disons que la diffamation, le dénigrement, les insultes adressées à tout... Et vous déplorez le fait que vous-même, vous déplorez le fait d'en être victime, souvent victime. Adressées à tout citoyen est condamnable. C'est condamnable. Nous nous battons pour des idées. Nous disons que des personnes qui sont au pouvoir depuis des années et que nous n'avons pas des résultats probants doivent laisser la place à d'autres. Nous sommes tous des Togolais. Vous avez autant de droits d'avoir de l'ambition pour ce pays que quiconque. Vous n'avez pas besoin d'être un homme politique pour avoir envie d'être chef de l'État dans ce pays. Et nous sommes libres de dire que la 5e République dont on parle, ça ne correspond pas à nos besoins aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on va transformer un régime présidentiel dont M. Faure Gnassingbé a été président pendant 20 ans, ce n'est pas le fait de le transformer en régime parlementaire que ça va changer la situation du Togo. Nous sommes des gens sensés, nous le disons. Et cela ne dit pas qu'on manque de respect à qui que ce soit. C'est notre droit de citoyen de le dire. C'est le droit de citoyen des évêques de le dire. Et je regrette que les autres religions n'aient pas emboîté le pas à l'Église catholique. Alors, l'arrestation d'Amron a suscité beaucoup de réactions de la part de nos compatriotes des organisations de la société civile, de mouvements ou regroupements politiques. Cette semaine encore, on a enregistré des réactions. Je vous propose celle du leader des FDR, Maître Dedi Apevon. Pendant longtemps, les Togolais ont contenu leur colère de manière interne. Mais il y a un moment où ça sort à l'extérieur. Qu'ils ne soient pas surpris qu'aujourd'hui, les Togolais ont décidé de s'exprimer. On ne peut pas nous gouverner dans ces conditions-là et demander aux gens de se taire. Parce qu'on a constaté aujourd'hui que ceux qui nous gouvernent n'écoutent personne. Ils font ce qui leur plaît. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que pendant longtemps, la jeunesse et tous ceux qui sont des activistes là, ils se sont tués. Mais aujourd'hui, on constate qu'ils ont décidé de parler. Et ils ont décidé d'extérioriser leur colère. Alors, qui va leur reprocher d'être en colère aujourd'hui? Partout où il y a injustice, que ce soit des membres de l'opposition qu'on arrête, ou même des gens qu'on arrête dans le cadre du pouvoir, moi j'ai toujours porté secours à tout ce moment-là. Ce garçon-là ne mérite pas d'être en prison. Lorsque un citoyen, comme Affectio, comme Amron, aujourd'hui, le trop-plein, ils ne peuvent plus le garder pour eux. Et ils disent ce qu'ils pensent, à leur manière. Mais les mettre en prison, ça règle le problème du Togo? Alors, quelle est votre réponse, M. Dupuis, à ceux de nos compatriotes qui reprochent aux leaders politiques qui se sont exprimés sur l'arrestation d'Amron de fait de la récupération politique?
Je ne vois pas quel est le parti politique, du moins l'ANC n'a pas cherché à faire de la récupération. La preuve, vous ne m'avez pas vu dans les rues hier. La preuve, je ne me suis pas exprimé sur cette affaire-là. J'ai laissé la jeunesse faire son travail. Je me suis tenu à l'écart. Non, l'ANC a sorti un communiqué par rapport à... Mais pas par rapport à la manifestation du 6, par rapport à l'arrestation d'un Togolais. C'est tout. Vous-même, vous serez arrêté demain que l'ANC sortirait un communiqué. Vous savez, M. Bodjona, quand il a été arrêté, l'ANC non seulement a sorti des déclarations, mais a organisé des marches pour la libération de M. Bodjona. La même chose pour M. Kwacha. À l'époque, c'était l'UFC. Et pourquoi vous ne me posez pas ces questions-là? Il y a d'autres personnes qui ont été arrêtées. Nous avons protesté. Oui. C'est comme ça. L'ANC s'est toujours battu pour la liberté des Togolais, pour la liberté d'expression des Togolais. Alors, Amron est apparu dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux pour présenter des excuses au président du Conseil. Et voici un extrait de cette vidéo que je vous propose de suivre. Togolaises et Togolais, je vous espère en pleine forme dans le meilleur des mondes. Moi, je vais comme Dieu le veut. Si vous avez souvenance, depuis un temps, dans un passé récent, j'ai fait une série de vidéos dans lesquelles j'avais des propos injurieux et outragieux envers le président du Conseil des ministres, son Excellence Faure Sozona Gnadongbe. Suite à cela, le Togo étant un pays de droit, la justice s'est saisie de l'affaire et j'ai été interpellé. Lors de mon audition, les professionnels du domaine ont estimé que je traversais une période de dépression aggravée et ont suggéré que je sois transféré au centre psychiatrique de Zébé afin que les médecins puissent m'aider à me reprendre en main. Donc, après quelques jours de traitement, aujourd'hui je suis un peu plus apaisé et je prends conscience de la gravité de mes propos et de mes travers. Donc j'aimerais pouvoir saisir cette occasion pour demander pardon et présenter mes sincères excuses à son Excellence Faure Sozona Gnadongbe, président du Conseil des ministres, par rapport à mon comportement déviant, discourtois et outrageux à son endroit alors qu'il ne m'avait jamais rien fait personnellement. Les rapports des médecins pourront le prouver. Je traversais une période de dépression grave qui m'a fait être hors de moi. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus apaisé et je voulais sincèrement, devant le peuple togolais et devant le monde entier, lui demander pardon et lui présenter mes plus sincères excuses par rapport au comportement que j'ai eu à son endroit, les injures et tout ça, ce n'est vraiment pas moi. Alors, une réaction à l'acte de contrition d'Amron? J'ai regardé cette vidéo. J'ai vu dans le visage de cette personne un sentiment de détresse, de souffrance. Est-ce qu'on l'a obligé? Et d'ailleurs, on a l'impression qu'il lit le texte. J'ai regardé, j'ai l'impression qu'il lit un texte. Et puis, je me suis demandé, si c'est vrai cette vidéo-là, est-ce que ce n'est pas tout simplement le syndrome de Stockholm? Quand vous souffrez, quand vous êtes arrêté, que vous avez peur, vous faites des déclarations, vous encensez même vos tortionnaires. Ça existe. Voilà ce que je pense de cette vidéo. Eh bien, Maître Célestin Abogan, l'avocat d'Amron, a réagi donc à cette vidéo. Nous allons à présent l'écouter lui aussi. Cette interview, cette vidéo-là, je ne crois pas, moi je doute fort, je n'ai pas les preuves pour le dire, mais à mon analyse personnelle, ces déclarations-là ne sont pas libres, il ne l'a pas fait sans contrainte. C'est ce que nous disons. Parce que là, on dit quelqu'un qui est affecté mentalement, et quelques jours après, cette même personne, comme par miracle, il vient et il parle comme quelqu'un qui n'a jamais été malade, quelqu'un qui est à l'aise et qui parle et qui raisonne. Nous dénonçons quand même la manière dont il a été interpellé et la manière dont il a été traité. Ça ne peut pas se passer comme ça dans un État
qui se dit moderne, un État de droit. Non. Quels que soient les cas qu'on lui reproche des propos malveillants à l'encontre du chef de l'État, ce n'est pas de cette manière qu'il devait être interpellé. Aucun de ces droits n'a été respecté, on l'a pris comme ça et puis le procureur n'était pas informé. C'est après qu'on a produit un rapport pour informer le procureur de la République. Alors, des informations circulaient comme quoi il a été libéré, mais là, pour l'instant, rien n'est confirmé. Alors, si vous aviez encore un mois dit par rapport à son arrestation, quel serait-il? Nous condamnons toujours l'instrumentalisation de la justice pour des intérêts politiques. Nous condamnons l'instrumentalisation de la justice pour faire taire les Togolais qui ne se retrouvent pas, qui ne se retrouvent plus dans ce qui se passe au Togo. Nous condamnons toujours et fermement chaque fois que la justice a été instrumentalisée. Et c'est le cas. Maître Agboudan vient de le dire, le procureur de la République n'était même pas prévenu. Il vient de le dire. Donc, chaque fois que cela se présente, l'ANC s'y opposera. Eh bien, je rappelle que les propos de Maître Célestin Abogan ont été recueillis par nos confrères de RFI. Retour au studio pour la suite de cet entretien, mais avant de retrouver notre invité, qui est le conseiller spécial et porte-parole de l'ANC Éric Dupuis, Hervé Essay nous rappelle d'autres événements de l'actualité nationale de la semaine. La fête de la Tabaski a été célébrée hier vendredi sur toute l'étendue du territoire national togolais, rassemblant des milliers de fidèles musulmans dans une atmosphère de recueillement et de spiritualité. La grande prière marquant cette journée sacrée s'est déroulée dans la ferveur et le recueillement unissant des fidèles autour des valeurs de solidarité et de paix. À Lomé, la prière centrale s'est tenue en présence du président du Sénat, représentant le président du Conseil, témoignage de l'importance accordée par les autorités à cette célébration religieuse. Une forte pluie s'est abattue mercredi 4 juin sur Lomé et ses environs, causant d'importants dégâts matériels. Plusieurs quartiers, notamment Nyekonakwe, Avata, Meyokwe, Sagbado, Segbe, Kege, Zogbeji, Bé ou Kanyekope, ont été touchés avec des rues, des maisons d'habitation sous les eaux au grand désespoir des victimes. Chez moi, il y a l'eau. Quand les gens viennent ici pour enlever le caniveau, ils n'arrivent pas à travailler bien. L'eau là, ça pénètre dans la maison des gens. Tout est abîmé. Le caniveau était plein. Les gens de Adjido Gome envoie l'eau par ici, on n'arrive pas à dormir. C'est difficile à nous. Chez moi aussi, mes lits, je suis obligé d'enlever les valises pour mettre sur le lit. Le grand problème de l'Omega, de tenue de l'eau qu'on a fait. Depuis ça a traversé la route, ça a passé par le rail jusqu'à venir à Hankopé. Ma maison s'est envahie par l'eau, mais la chance que moi j'ai eu, des fois chaque matin vers 4h, 3h, quand les gens balayent la route là, le sable là, je ramasse ça pour verser. Quand j'ai mis, c'est mieux. Il y a l'eau actuellement, mais quand ça va passer maintenant, c'est fini, ça part. Quand ça fait plus de 5 ans comme ça, c'est dépassé. Et rentrer jusqu'au Samba coucher aussi. Tout est dans l'eau. Tout est dans l'eau. Tout le monde est dans l'eau. Avec tous nos appareils, tout. Parce que ça s'est passé, mais c'est pas aujourd'hui. Le gouvernement même le sait très bien, mais je sais pas comment dire encore. Ce matin, impuissants face à l'ampleur des inondations, les services techniques des communes en appellent à l'intervention du gouvernement. Nous avons des motopompes à notre disposition, mais les motopompes vont fonctionner comment? On pompe l'eau dans les maisons pour envoyer ça dans les caniveaux qui va à la lagune, mais les caniveaux sont pleins d'eau. La lagune est pleine d'eau, donc on ne peut même pas évacuer de l'eau. Il faudrait que l'eau se retire et comme ça on peut pomper l'eau des maisons pour envoyer ça à la lagune. L'appel que moi je ferais, que les autorités nous aident à draguer la lagune et à curer le canal d'équilibre. Vraiment, ça pourra nous soulager. En conférence de presse organisée à son siège le mardi à Lomé, la Ligue des consommateurs togolais a exprimé son opposition catégorique à l'augmentation des tarifs d'électricité. Une mesure qu'elle estime être injuste et inopportune et lourde de conséquences pour les populations. Aussi plaide-t-elle pour l'ouverture d'un dialogue afin de trouver des solutions plus équitables aux défis du secteur énergétique. Dr Emmanuel Sogaji, président de la LCT. Nous
souhaitons qu'il y ait désormais une politique sociale en bonne et due forme en faveur de l'eau, de l'électricité et de l'énergie. Parce que quand vous n'avez rien, vous devez avoir de la lumière. Quand vous n'avez rien, vous devez avoir de l'eau. Quand vous n'avez rien, vous devez avoir de l'énergie pour vous déplacer et aller et revenir. Et donc ce sont les biens les plus fondamentaux, les plus cruciaux que la terre et que la nature offrent aux citoyens. Et c'est pour ces raisons que notre manière d'aider le chef de l'État, c'est de le dire, de surseoir cette mise en œuvre de cette décision et d'engager des discussions. Eh bien, un autre événement qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive, l'augmentation des tarifs d'électricité dont parlait il y a un instant le président de la Ligue des consommateurs togolais. Alors, si vous étiez aux affaires, qu'auriez-vous fait pour éviter les coupures de courant que nous subissons depuis un certain temps et pour rendre l'électricité plus accessible et à un coût plus supportable à la population? Monsieur Abou, il y a quelques années, on avait connu, ça fait des années qu'on connaît cette situation. À un moment donné, il y a 15 ans, 20 ans à peu près, c'était des nuits entières sans électricité. Et ceux qui avaient les moyens, c'était pourvu de groupes électrogènes. Et toute la ville fonctionnait essentiellement sur groupe électrogène. Maintenant, ça va mieux, n'est-ce pas? Jusqu'au jour où on nous a trouvé une solution à coût de milliards avec les Américains, c'est Contour Global. Et le ministre à l'époque, avait écrit que avec Contour Global, le problème serait définitivement réglé. 15 ans après, on est toujours dans la même situation. À quoi a servi ces milliards d'investissements dans Contour Global? Aujourd'hui, l'augmentation de l'électricité, du prix de l'électricité, qui était déjà assez élevé, est de l'ordre de 14%. On a dit 12%. De l'ordre de 14%. Et on sait la situation dans laquelle vivent les Togolais. Ceux qui achètent des cash power, ça veut dire qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir un compteur chez eux, supportent de la même manière que tout le monde. Si l'ANC avait été au pouvoir, je pense que la première chose à faire, c'est de veiller à la bonne gestion de la CET. La bonne gestion de la CET. Parce que ce problème aurait pu être réglé depuis des années. Quand vous êtes nommé directeur ou président d'une société, d'une entreprise d'État, vous avez des comptes à rendre à l'État. Et quand vous êtes ministre, vous êtes président de la République, vous avez des comptes à rendre au peuple. C'est ça qui nous manque ici. La dernière fois, on a lu, comme mesurette, on va supprimer la gratuité de l'électricité et de l'eau pour les ministres. Je dis mesurette. Allez dans les administrations, monsieur Agbo. Allez dans les administrations. Vous allez voir des bureaux entièrement climatisés, portes et fenêtres ouvertes. Ça sert à quoi de climatiser un bureau quand vous avez les portes en permanence ouvertes? Ça, c'est la faute des fonctionnaires, de ceux qui travaillent dans ces bureaux-là. Mais ils ont des directeurs de service. Ils ont un ministre de tutelle. Le ministre ne peut pas être dans tous les bureaux. Il ne va jamais dans les bureaux, il ne se rend pas compte. Les directeurs de service ne se rendent pas compte. Ben, attendez. On climatise les couloirs. Mais c'est de l'argent du peuple. Et puis on parle de l'électricité. Parlons du pétrole aussi. Les ministres et autres, députés et autres, régulièrement des bons d'essence par centaines de milliers de francs. Et curieusement, ces bons d'essence sont valables dans les stations essence détenues toutes par cette minorité. Ça veut dire l'État donne l'argent, donne des bons d'essence à certaines personnes qui vont acheter chez cette minorité-là pour enrichir davantage cette minorité-là. C'est-à-dire, c'est votre argent, monsieur Agbo,
qui enrichit ces personnes. Est-ce que vous savez que ces bons d'essence-là aussi, que les députés en profitent aussi, j'ai parlé, les présidents de commission. Mais j'ai parlé de députés, pas de ministres seulement. J'ai parlé de ça. Et oui. Si on veut faire des économies, si on veut gérer de manière sérieuse, on doit veiller à ces détails-là. Je ne refuse pas que les responsables aient des avantages, ça existe partout, mais dans un pays où on a du mal à mettre de l'essence dans sa moto, vous allez dans les stations, nos frères et sœurs qui viennent acheter de l'essence dans leur moto, c'est 500 francs, c'est 1000 francs, pas plus, parce qu'ils n'ont pas l'argent pour pouvoir faire le plein de leur moto. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui ont 300 000, 400 000, 500 000 francs de bons d'essence par mois. Et oui, je n'injure, je ne critique personne. Bon, que ça se fasse, d'accord. Mais quand on regarde de la manière dont c'est fait, c'est eux-mêmes qui détiennent ces stations-là où ces bons vont être négociés. On prend votre argent, on vous donne, vous le rendez de l'autre côté. L'électricité. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'électricité gratuite. Eh bien, on va passer à autre chose. Lomé et ses environs ont encore les pieds dans l'eau suite aux pluies qui se sont abattues sur sur la région cette semaine. On dirait une fatalité. N'a-t-il pas vraiment rien à faire pour protéger les habitants des quartiers concernés par ce phénomène? Tout à l'heure, quand je quittais chez moi, il pleuvait énormément. Et j'avais une pensée pour nos compatriotes qui, ce matin, sont certainement dans le désarroi. Mais ce n'est pas nouveau, monsieur. Ce n'est pas nouveau, monsieur Agbo. C'est chaque année comme ça. Oui, et qu'est-ce que vous proposez? Attendez. Un parti politique de l'opposition, ça critique et ça propose. C'est chaque année la même chose. Oui. Vous êtes là depuis 60 ans, depuis 20 ans. Qu'avez-vous fait pour résoudre ce problème? On a fait des routes. Il y a quelque temps, il y a 50 ans, à Lomé, on a goudronné. On n'a pas prévu des caniveaux. On n'a pas prévu de l'écoulement vers des eaux vers la mer ou vers la lagune. On a asséché une partie de la lagune. Et on n'a pas créé un système d'évacuation des eaux. Voilà la réalité. Allez à Accra, allez dans d'autres pays, vous allez voir. Le Bénin connaissait ce problème-là, puisque le Bénin, Cotonou, est en dessous du niveau de la mer, mais aujourd'hui le problème est réglé. Pourquoi on peut le faire au Bénin, on ne peut pas le faire au Togo? C'est une question que je me pose. Quelle est la proposition de l'opposition? Mais je vous rappelle que Jean-Pierre Fama a adressé une lettre au gouvernement, en ce sens, en tant que maire de Golfe 4, pour proposer une solution pour Nyekonakwe et Koduvia-Kopé, qui sont sur son territoire. Je ne sais pas où ça en est, mais j'ai lu sur Republic of Togo, les journaleux du régime, qui s'étaient... les journalistes, ce sont des confrères. Qui ont ridiculisé le maire suite à sa demande. J'ai le texte. C'est une réalité, parce que lui, il vit dedans. Quand il pleut, quand je viens à Kopé, il y a des quartiers qui sont inondés. Voilà, parce que l'eau descend de la colline et va vers la mer. Il faut créer des systèmes pour absorber cela, pour drainer l'eau, soit vers la lagune, soit vers la mer. Avec peut-être des systèmes de filtration pour qu'on ne jette pas les déchets dans la mer, dans la mesure où les égouts, les gens n'ayant pas le tout à l'égout chez eux, déversent les déchets, les eaux usées dans les égouts, ça bouche. Et quand vous sillonnez, ça aggrave la situation. Quand vous sillonnez dans Lomé, là il faut remercier les maires de Golfe 4, Golfe 1 et ainsi de suite, qui font récurer régulièrement les égouts. Il faut trouver un système qui automatiquement traite les eaux usées avant de les rejeter.
cela n'existe pas. C'est tout. C'est-à-dire que depuis les années 60, rien n'a été fait pour urbaniser correctement la capitale. C'est certainement une volonté politique de laisser la capitale à l'abandon. Eh bien, actualité internationale à présent, voici le rappel de quelques-uns des événements de la semaine. Nani Vidjirakou. 4 personnalités de l'opposition ivoirienne sont définitivement exclues de la présidentielle. L'opposant Tidiane Thiam a bien été radié de la liste électorale définitive. Le nom du président du PDCI n'apparaît pas sur la base de données mises en ligne dans la nuit du mardi 3 au mercredi 4 juin par la commission électorale indépendante CEI. Celle-ci a donc appliqué la décision de la justice ordonnant la radiation de cet opposant. Autre opposant absent de la liste électorale, Laurent Gbagbo, Guillaume Soro et Charles Blegoudé. Au Bénin, le cyberactiviste Steve Amoussou a été condamné à 2 ans de prison ferme. Le verdict a été rendu lundi à Cotonou. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, l'a reconnu coupable et condamné à 2 ans d'emprisonnement ferme et 2 millions de francs CFA d'amende. Les faits de cyberharcèlement et d'incitation à la rébellion ont été requalifiés. Restons au Bénin pour parler du conflit diplomatique avec son voisin du Nord. La frontière du Niger avec le Bénin restera fermée, a déclaré le 31 mai 2025 par le président nigérien Abdourahmane Tiani, qui accuse son voisin d'accueillir des bases où s'entraînent, selon lui, des djihadistes. En réponse, le chef de la diplomatie béninoise, Olusegun Adjadji Bakari, a rejeté avec la plus grande fermeté des accusations graves et sans fondement. Pour lui, associer le Bénin à de telles pratiques est inacceptable et injuste. Clap de fin pour le dialogue national sur le système politique au Sénégal. Pendant une semaine, les partis politiques sénégalais, le pouvoir, l'opposition et les membres de la société civile ont débattu sur les mesures à prendre pour consolider la démocratie, sur le déroulement des élections, le financement des partis politiques, mais aussi les droits et libertés. Pas de consensus total, mais certaines recommandations. Les participants ont par ailleurs échoué à s'entendre sur la façon de parvenir à réduire le nombre de partis politiques, sachant qu'il y a 386 formations politiques au Sénégal pour 18 millions d'habitants. Et puis réaction du Tchad suite à un décret de Donald Trump interdisant aux ressortissants de 12 pays d'entrer aux États-Unis, dont 7 pays africains. Le Tchad, qui figure parmi ces pays, n'a pas tardé de réagir. Sur son compte Facebook, le président tchadien Mahamat Idriss Déby annonce avoir instruit le gouvernement pour agir conformément aux principes de réciprocité et suspendre l'octroi des visas aux citoyens des États-Unis. Il ajoute que le Tchad n'a ni des avions ni des milliards de dollars à donner, mais que le Tchad a sa dignité et sa fierté. Pour rappel, les 7 pays africains concernés sont le Tchad, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, la Libye, la Somalie et le Soudan. Le président américain a justifié sa décision par l'attaque terroriste menée dimanche dernier à Boulda, dans le Colorado, par un ressortissant égyptien, mais l'Égypte n'apparaît pas sur la liste des pays visés. Le décret publié ce mercredi entrera en vigueur ce lundi et les détails ce qui est reproché à chaque pays. Ce depuis c'est fait et c'est définitif, sauf un rebondissement, un improbable rebondissement. Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam, Guillaume Soro, Charles Blegoudé, des tyrans de l'opposition sont exclus des listes électorales, donc de la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire. Le pouvoir est resté inflexible et a refusé le dialogue réclamé par l'opposition sur les questions électorales. Votre commentaire sur cette situation? C'est triste. C'est triste, c'est-à-dire que la liberté des élections tend à disparaître en Afrique de l'Ouest. Et je dirais que c'est l'échec de la CEDEAO. Si la CEDEAO... C'est peut-être aussi l'échec de la CEDEAO. Je dis, si la CEDEAO avait mis en place des moyens sérieux, coercitifs, pour imposer les textes qui avaient été signés par tous les chefs de l'État de l'Afrique de l'Ouest, la bonne gouvernance, on n'en serait pas là.
Aujourd'hui, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est un peu ce qui s'est passé ici, et ce qui se passe ici. On fait tout pour se maintenir au pouvoir, quitte à piétiner les autres. En 2017-2018, nous avons été reçus par certains chefs d'État de la CEDEAO pour demander la limitation des mandats au Togo. Aujourd'hui, ces chefs d'État qui nous avaient écoutés sont en train de faire leur 3e, voire 4e mandat. Il y a un autre, celui de la Guinée, qui a été renvoyé par l'armée. Voilà la situation. Et si la CEDEAO avait eu des moyens sérieux et que tous les membres de la CEDEAO respectaient les textes qu'ils ont signés eux-mêmes, nous n'aurions pas connu le cas du Niger, du Mali, du Burkina Faso. Voilà. Nous écrivons les textes, nous ne les respectons pas. Et quand vous regardez les pays de la CEDEAO, les pays anglophones, qui respectent leurs lois, qui respectent leurs institutions, tout se passe normalement. Le président actuel du Ghana, je vous rappelle, avait été président. Puis il avait été battu par Nana Akufo-Addo. Aujourd'hui, le président Mahama est revenu en toute liberté. C'est ce que je rêve pour mon pays. C'est ce que je rêve pour toute l'Afrique. Au lieu de chercher systématiquement à ostraciser les opposants. Alors, dialogue national au Sénégal, cela a duré une semaine. Le pouvoir, les partis politiques, l'opposition et des membres de la société civile ont débattu sur les mesures à prendre pour consolider la démocratie, sur le déroulement des élections, le financement des partis politiques, mais aussi les droits et libertés. Alors pour vous, quel est l'importance de ces cadres de discussion et quelles sont les conditions à remplir, à réunir pour qu'ils soient vraiment utiles? Non, moi je suis ce qui se passe au Sénégal avec beaucoup d'intérêt. Parce que c'est un pays, bon an mal an, qui a toujours fait preuve d'une haute idée de la démocratie. L'alternance politique a été respectée, toujours respectée. Tout dernièrement, il y a eu l'arrestation de M. Sonko, puis aujourd'hui, il est Premier ministre. Il y a même le président même qui a été arrêté, il était en prison. Et tout ça là amène à dire que au moins le Sénégal, en Afrique de l'Ouest francophone, joue le jeu de la démocratie. Cette discussion-là, si elle aboutit et apporte un équilibre dans la politique sénégalaise, je ne pourrais que m'en féliciter. Et je trouve que les nouveaux dirigeants du Sénégal font preuve d'un sens aigu de la nation et j'aimerais avoir cela pour mon pays. Et c'est vous qui le dites, l'ancien parti au pouvoir a refusé de prendre part à ce dialogue, dénonçant une mascarade. Mais c'est le jeu politique. Si l'ancien parti politique qui est aujourd'hui dans l'opposition donne ses raisons, on verra. Aujourd'hui, on ne connaît pas les raisons pour lesquelles il boycotte. Vous savez, le jeu politique, ce n'est pas nécessairement blanc ou noir. Il y a du gris dedans. Ça veut dire que je refuse cela, mais je vous propose ça pour que cela m'agrée. Si vous me proposez peut-être le tiers ou la moitié et que je vois que, bon, on peut arriver à quelque chose, on peut discuter. Mais si c'est néni, je ne participerai pas. Parce que pourquoi aller conforter? Vous savez, un adversaire reste un adversaire en politique. Quand on est opposant, on s'oppose au régime en place. On ne va pas là-bas pour l'aider à mener sa politique que vous contestez. C'est ça qu'on ne comprend pas bien au Togo.
Si le RPT Unir apporte un projet qui ne m'agrée pas, par exemple, aujourd'hui, on nous parle de la Ve République, on nous parle d'un régime parlementaire qui, pour moi, n'est qu'un régime monarchique déguisé, c'est moi qui le pense. Je ne vais pas aller siéger pour que ce régime-là mette en place une politique qui ne me convient pas. Mais si on m'appelle demain, comme le demandent les évêques, à une discussion pour remettre en cause la Constitution et essayer d'écrire une nouvelle Constitution ou soumettre une nouvelle Constitution à l'approbation du peuple, je discuterai peut-être avec eux. Alors, toujours au Sénégal, parmi les points sur lesquels tout le monde était tombé d'accord, on dit qu'il y a l'interdiction de cumuler la fonction de chef de parti et de chef de l'État, ou encore d'être ministre et président d'un conseil départemental. Quelle est la position de l'INSEE sur le cumul de fonctions? C'est difficile. Bon, c'est très difficile. Vous savez, les cumuls de fonctions, est-ce qu'il y en a tellement au Togo aujourd'hui? Je ne sais pas. À part un maire ministre, ça ne pose pas de problème majeur. Ce n'est pas le cumul de fonctions qui pose un problème à l'ANC. C'est des fonctions à vie qui nous posent problème. Des fonctions à vie? Oui. Il y a le président de la République pendant 20 ans qui se mue maintenant en président du Conseil des ministres pour 20 ans encore. C'est une présidence à vie. Des ministres qui sont là depuis 1900, dans les années 90. Ils ont été ministres de tout, président de l'Assemblée, ainsi de suite. Il y a des ministres qui sont aujourd'hui 19 ans, 20 ans au pouvoir. Et après, ils sont conseillers spéciaux à la présidence, ainsi de suite. C'est une minorité qui est là, qui vit au crochet de la nation. Est-ce que parfois ce n'est pas la compétence qui impose ces situations? Vous voulez dire par là que les Togolais sont incompétents? Il y a des milliers de personnes qui peuvent faire aussi bien, sinon mieux. Oui. Il y a des milliers de Togolais qui peuvent faire aussi bien, sinon mieux. Je le dis, c'est vrai, qu'on me prouve le contraire. Est-ce que nous sommes un peuple d'illettrés? Est-ce que nous sommes un peuple d'incapables? Je dis non. Et je comprends la révolte des jeunes. Parce qu'ils ont besoin de travailler pour leur pays. Ils ont besoin de contribuer au développement du pays au même titre que ceux qui vivent à notre crochet. Je vous disais tout à l'heure que 2 générations de Togolaises et de Togolais sacrifiés. Il faut corriger cela. Alors, autre chose, Donald Trump a pris cette semaine une mesure qui interdit aux ressortissants de 12 pays, dont 7 africains, d'entrer sur le territoire américain. Que pensez-vous de cette mesure qui frappe pour l'essentiel les pays africains? Je vais vous surprendre peut-être. Depuis l'élection présidentielle aux États-Unis, je me suis interrogé sur la notion même de la démocratie. Quand j'ai suivi les débats à la télé et sur les réseaux sociaux, je n'ai pas vu un seul programme de société. Or, ici au Togo, quand on veut être candidat, quel est votre programme de société? Quels sont vos projets de société? Ainsi de suite. Je n'en ai pas vu un seul. Il y a 2 candidats qui se sont invectivés, insultés proprement. Sincèrement, je n'en revenais pas. Mais un projet de développement du pays, un projet sérieux, je n'en ai pas vu un seul. Je me suis interrogé. Or, ici, à la veille des élections présidentielles, les chancelleries vous disent « Ah, est-ce que je peux avoir votre projet de société ?» ainsi de suite. Y compris les Américains. Je n'ai pas vu. Et aujourd'hui, le chef de l'État, quasiment tous les jours, sort des décrets, parfois contradictoires. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne sais pas comment ça fonctionne.
Mais dans le cas précis, Donald Trump dit vouloir protéger les États-Unis des terroristes étrangers. Et le Togo est dans le lot de la deuxième catégorie de pays frappés par la mesure qu'il a prise. Et nous, c'est la restriction de visa. Hein. On peut toujours en donner, mais il y a une restriction de visa. Et on peut dire que le Togo, ça va, s'en sort bien dans cette histoire. Je suis malheureux pour mes compatriotes togolais qui vivent aux États-Unis ou qui ambitionnent d'aller aux États-Unis. Vous savez, pendant quelque temps, les États-Unis étaient considérés comme la porte de sortie pour nos compatriotes qui avaient des difficultés à vivre au pays. J'ai beaucoup d'amis qui sont là-bas. Les États-Unis permettaient à nos compatriotes d'aller faire leurs études aux États-Unis, par faire leurs connaissances et souvent faire leur vie là-bas. Il y a beaucoup de Togolais qui ont pris la nationalité américaine. Même ici, j'ai rencontré des officiers américains d'origine togolaise. Je les ai rencontrés à l'ambassade des États-Unis. J'ai rencontré un diplomate en formation américain de nationalité, d'origine togolaise. Et je peux dire que c'est une bonne chose. La limitation des visas, malheureusement, ne peut que pénaliser cette jeunesse qui cherche à aller se former à l'étranger. Je vous disais tout à l'heure que la minorité... Est-ce que ce n'est pas aussi un défi lancé au pays pour qu'il va mettre en place des structures la pour minorité, bien former les... la minorité dont le chef d'État avait parlé il y a quelques années ne souffrira pas de cette restriction. C'est le pauvre Togolais. C'est le consulat américain qui donne les visas. Hein, vous croyez qu'un ministre va demander un visa, on va lui refuser? Mais si vous demandez, on peut vous le refuser. C'est ça la vérité. Bien. Monsieur Dupuis, malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. L'entretien de ce jour, mesdames et messieurs, avec le conseiller spécial et porte-parole de l'Alliance nationale pour le changement, Éric Dupuis, que je remercie pour avoir honoré notre invitation. Auditrices et auditeurs de Victoire FM, je vous sais gré pour votre fidélité d'écoute. Le prochain rendez-vous, c'est samedi prochain, si Dieu le veut. Un rappel, cette émission est rediffusée le dimanche à partir de 11h. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.